Jean-Pierre n'oublierait jamais, de toute son existence, la scène qui s'était gravée dans sa rétine ce matin-là. L'industriel millionnaire, habitué à ce que le monde plie devant sa volonté et ses chèques, ouvrit la porte de la vaste cuisine provençale et demeura figé, comme pétrifié sur le seuil. Devant ses yeux incrédules, la femme la plus humble de cette immense maison de campagne, celle dont il remarquait à peine la présence silencieuse, accomplissait un miracle. Un miracle qu'aucun médecin de renom, aucun spécialiste bardé de diplômes, aucun psychologue à la renommée internationale n'avait pu réaliser. Le petit Léo, son fils unique, son héritier, mangeait. Et plus encore, il souriait. Mais le plus déconcertant, le plus terrifiant pour un homme de sa trempe, était que personne ne comprenait pourquoi. Pendant 2 longs, interminables mois, cet homme puissant, ce titan de la finance, avait assisté, impuissant, au déclin de son propre enfant. Léo dépérissait à vue d'œil, refusant chaque cuillère de purée de légumes comme si la nourriture était un poison mortel, un ennemi juré. C'était un désespoir silencieux, une agonie muette qui s'était installée dans les murs de pierre de la Bastide. Le genre de douleur que l'argent, malgré ses prétendus pouvoirs, ne pouvait apaiser. Le petit garçon avait tout, un berceau importé d'Italie, une chambre décorée par les plus grands architectes d'intérieur, des jouets venant des 4 coins du monde, des vêtements de créateurs. Tout, sauf l'essentiel, l'appétit de vivre, la joie simple d'exister. Chaque jour qui passait, Jean-Pierre et Monique voyaient le petit corps de leur fils s'affaiblir, et avec lui, leur propre espoir s'amenuisait, disparaissait comme une bougie dans le vent. Si vous croyez, vous aussi, que la vie cache parfois ses plus grands miracles dans les replis les plus humbles de l'existence, alors cette histoire vous touchera au plus profond de votre âme. La grande maison de campagne, autrefois vibrant au rythme des rires et des projets, était devenue froide et silencieuse. Le son cristallin des rires de Monique avait été remplacé par le silence lourd, oppressant, des tentatives de repas frustrés. Les médecins défilaient, entrant et sortant avec leurs mallettes en cuir et leurs airs graves. Chacun arrivait avec une nouvelle théorie, un nouveau régime alimentaire, une nouvelle promesse vaine. Mais rien ne changeait. Léo continuait de refuser toute nourriture, et la tension, palpable, grimpait chaque jour un peu plus. Et puis, elle était arrivée. La nouvelle femme de ménage, Clara. Une femme discrète, presque effacée, vêtue d'un simple uniforme, le regard empreint d'une fatigue que l'on devinait ancienne. Elle avait commencé son travail sans attirer l'attention, glissant comme une ombre dans les longs couloirs ensoleillés, nettoyant la cuisine, organisant les pièces, toujours dans un silence respectueux. Personne n'attendait rien d'elle. Après tout, que pouvait bien faire une simple femme de ménage là où tous les experts avaient échoué? Mais ce matin-là, ce matin inoubliable, Jean-Pierre descendit pour se chercher un verre d'eau. Et il entendit quelque chose de différent. Une voix. Calme, douce, presque une berceuse. Une voix maternelle qui semblait apaiser l'air lui-même. Il s'approcha à pas de loup, retenant sa respiration. Et c'est alors qu'il vit la scène qui allait tout changer. Clara était assise face à Léo, et elle lui parlait tout en remuant la purée de légumes pour bébé. Elle lui parlait avec un naturel, une légèreté déconcertante, comme quelqu'un qui comprendrait l'âme même d'un enfant. Aujourd'hui, mon petit trésor, il y a de la carotte et de la pomme de terre. Tu vas voir, c'est tout doux et un peu sucré. Le bébé la regardait, fasciné, ses grands yeux ne la quittant pas. Quand elle approcha la cuillère de sa bouche, le miracle se produisit. Léo ouvrit grand la bouche et il mangea. Il mangea pour de vrai. Puis il rit, un petit rire clair qui résonna dans le cœur de son père. Et il en voulut encore. Jean-Pierre n'en croyait pas ses yeux. La femme la plus simple de cette maison venait d'accomplir l'impossible. Sans même s'en rendre compte, elle venait de rendre la vie à son fils. Tandis qu'il observait, caché dans l'embrasure de la porte, quelque chose se brisa en lui. Une carapace de fierté, de contrôle, de certitude. Il réalisa que pendant tout ce temps, il avait essayé de résoudre le problème avec précipitation, avec autorité, avec peur. Mais cette femme, elle, était simplement là. Présente. Tranquille. Et c'était peut-être ça, ce qui avait manqué depuis le début. Le calme, l'affection, l'humanité. Ce fut le premier jour où Jean-Pierre, le grand industriel, pleura, caché dans le couloir, sentant que quelque chose de bien plus grand que lui, de bien plus puissant que tout son empire, était en train de se produire. À partir de cet instant,
il sut que sa vie et celle de son fils ne seraient plus jamais les mêmes. Bien avant que Clara ne franchisse le grand portail en fer forgé de la propriété, la demeure de Jean-Pierre était déjà un champ de bataille silencieux contre la douleur. Léo, leur unique enfant, était venu au monde entouré de tout ce que l'argent pouvait offrir. Mais il y avait quelque chose qui ne pouvait être acheté, une chaleur humaine qui, peu à peu, avait commencé à déserter la maison. Au début, personne ne s'était rendu compte de la lente dégradation de l'atmosphère. Le bébé était bien, dormait paisiblement, souriait à sa mère. C'était un enfant calme, observateur, du genre qui semble comprendre le monde avant même de savoir parler. Mais au fil des mois, un vide s'était installé. Le père, Jean-Pierre, perpétuellement absorbé par ses affaires, ses réunions, ses voyages, passait de moins en moins de temps à la maison. La mère, Monique, bien que physiquement présente, vivait dans une anxiété constante de perfection, obsédée par les horaires, les formules, les recommandations des spécialistes. Tout était méticuleusement calculé, le type de lait, la durée du sommeil, la texture des aliments, la couleur des assiettes. C'est ainsi, entre un excès de contrôle et une absence d'affection spontanée, que la première fissure était apparue. Un matin, Monique remarqua que son fils refusait la nourriture. Elle pensa que ce n'était qu'une phase. Les pédiatres confirmèrent que c'était courant. Mais les jours se transformèrent en semaines, et le petit garçon continuait de tout rejeter. Pas de fièvre, pas de douleur, aucun symptôme apparent. Juste un refus. Le petit Léo tournait la tête, serrait les lèvres et parfois, pleurait doucement, comme s'il voulait exprimer une détresse que personne ne parvenait à décrypter. C'est là que le désespoir avait commencé son œuvre destructrice. La maison s'était transformée en un laboratoire médical. Des médecins renommés de Paris et de Marseille défilaient, apportant de nouvelles ordonnances, prescrivant des examens, posant des diagnostics contradictoires, échafaudant des théories complexes. Certains parlaient d'un problème physique, d'autres d'un trouble psychologique. Et tandis que le couple suivait chaque recommandation à la lettre, Léo devenait de plus en plus maigre, ses joues se creusant, son regard perdant de son éclat. Jean-Pierre commença à perdre le sommeil. Il passait des nuits blanches à observer son fils sur le moniteur de la chambre d'enfant. Monique, quant à elle, pleurait en silence dans leur chambre, se sentant terriblement coupable, persuadée d'échouer dans son rôle de mère. Jean-Pierre tentait de masquer sa peur sous un masque d'autorité, mais son angoisse était visible. Il ne savait pas comment gérer une situation que son argent ne pouvait résoudre. Pour la première fois de sa vie, il se sentait impuissant. Aucun investissement ne pouvait guérir cela. Aucun hôpital, aucun médicament, aucune technologie de pointe ne pouvait rendre à son fils l'appétit de vivre. C'était comme si l'enfant avait perdu tout intérêt pour le monde qui l'entourait. Le temps passait, et l'espoir s'effritait. À chaque repas refusé, le climat dans la maison devenait plus tendu. Personne ne souriait plus. Les repas étaient accompagnés de regards anxieux et de soupirs de frustration. Monique essayait d'égayer son fils avec des voix amusantes, mais il se contentait de l'observer sans réaction. Jean-Pierre finissait par s'éloigner, incapable de supporter plus longtemps ce spectacle déchirant. C'est dans ce décor de peur et d'impuissance que le destin commença à tisser sa toile. À ce stade, le couple avait épuisé toutes les possibilités. Nutritionnistes, psychologues, thérapeutes, tous disaient la même chose, le petit est en parfaite santé. Il ne veut tout simplement pas manger. Mais personne n'expliquait pourquoi. Et quand les réponses ne viennent pas, le désespoir prend toute la place. L'ancienne employée de maison, écrasée par le poids des tensions quotidiennes, avait donné sa démission. Elle avait dit que l'atmosphère était devenue trop lourde, que la maison semblait porter un deuil sans défunt. Et c'est là, dans ce vide, qu'un nouveau poste fut ouvert. Une annonce simple, sans grandes exigences, demandant simplement quelqu'un de responsable et de discret. Aucun d'eux n'imaginait que la femme qui répondrait à cette annonce portait en elle quelque chose qui ne s'enseigne pas dans les cours, ni ne s'apprend dans les livres. Quelque chose qui n'existe que dans les cœurs qui comprennent la valeur de la vie simple. Tout était sur le point de changer. Jean-Pierre ne croyait plus au miracle, mais ce jour-là, quelque chose le fit s'arrêter net dans l'escalier, le souffle coupé, comme si le temps s'était figé. Il avait entendu le rire de son fils. Un son faible, mais réel. Un son qu'il n'avait pas entendu depuis des semaines. Il courut jusqu'à la cuisine et là, elle était là, la nouvelle femme de ménage, de dos, dans son simple uniforme bleu, les cheveux attachés sans soin. Devant elle,
Léo, assis dans sa chaise haute, les yeux brillants, mangeant avec un appétit féroce. L'homme n'en croyait pas ses yeux. Cette femme, qui le remarquait à peine dans les couloirs, avait réussi l'impossible. Léo, le même Léo qu'aucun médecin n'avait pu nourrir, mangeait en souriant, pendant qu'elle lui parlait doucement, d'une voix qui semblait envelopper l'air de douceur. « Voilà, mon petit ange, juste une autre cuillère. C'est bien, tu vois comme c'est bon ?» Elle prononçait ces mots avec une tendresse infinie, presque comme s'il y avait une mélodie cachée en eux. Et le petit garçon répondait. C'était comme s'il se comprenait au-delà des mots. Jean-Pierre resta immobile, le cœur battant à tout rompre. C'était plus que de la chance, plus qu'une coïncidence. Cela semblait inexplicable. Et pour la première fois, il eut peur. Pas peur d'elle. Peur de ce qu'il ne pouvait pas comprendre. Comment quelqu'un d'aussi simple pouvait-il réussir là où des spécialistes de renom, avec leur diplôme et leur réputation, avaient lamentablement échoué? Jean-Pierre attendit qu'elle ait terminé, feignant de ne faire que passer dans le couloir. Quand la femme se retourna, il remarqua quelque chose de différent en elle. Ses yeux possédaient un calme profond, presque ancestral. Elle ne semblait pas surprise de ce qui venait de se passer. Au contraire, elle donnait l'impression de savoir que cela fonctionnerait. « Qu'avez-vous fait ?» demanda-t-il, essayant de dissimuler le tremblement dans sa voix. « Rien, monsieur », répondit-elle avec simplicité. « Juste de l'amour et de la patience. » Mais il savait qu'il y avait quelque chose de plus. Dans les jours qui suivirent, Léo recommença à manger et le rire revint dans la maison. Monique, submergée par l'émotion, serra Clara dans ses bras, la qualifiant d'ange envoyé du ciel. Jean-Pierre, cependant, n'arrivait pas à dormir. Il commençait à remarquer des détails, la façon dont Clara savait le moment exact d'entrer dans la chambre de Léo, la manière dont le petit garçon la cherchait du regard, comme s'il reconnaissait en elle quelque chose de familier. Une nuit, très tard, l'homme descendit et la trouva dans la cuisine. La lumière était allumée. Elle remuait une casserole, les mains légèrement levées, comme si elle murmurait des mots à l'air. Elle ne vit pas son patron à la porte. Jean-Pierre, en silence, observa la scène. La vapeur montait lentement, et la scène semblait enveloppée d'une énergie douce, presque sacrée. C'est alors qu'il vit, l'espace d'un instant, la vapeur former quelque chose de semblable à une lumière subtile qui se répandit sur le visage de la femme. Il cligna des yeux et la vision disparut. Elle se retourna avec un léger sourire. « Vous ne devriez pas être réveillé à cette heure, monsieur. » Il tenta de répondre, mais sa voix le trahit. Il y avait quelque chose en elle, quelque chose qui défiait tout ce qu'il connaissait. Et quand Léo se mit à pleurer à l'étage, elle leva simplement la main et, sans dire un mot, le son cessa. Le silence envahit la maison. Cette nuit-là, Jean-Pierre comprit qu'il était face à quelque chose que l'argent ne pouvait acheter, quelque chose qui ne pouvait peut-être même pas être expliqué. Mais qui était donc cette femme? Depuis cette nuit-là, Jean-Pierre n'arrivait plus à être le même homme. Il tentait de se convaincre qu'il était simplement fatigué, que la lueur qu'il avait vue n'était qu'un reflet de la lumière, que le silence soudain de Léo n'était qu'une coïncidence. Mais au fond de lui, quelque chose le dérangeait. Comment un homme habitué à tout contrôler pouvait-il gérer quelque chose qu'il ne comprenait pas? Jean-Pierre commença à observer chaque mouvement de la femme. Il remarquait comment elle arrivait tôt, saluait les gardiens avec un sourire timide et entrait dans la maison d'un pas léger, presque silencieux. À chacun de ses gestes, Léo réagissait. Quand elle passait près de lui, il souriait. Quand elle s'éloignait, il pleurait. Et cela le tourmentait. Il se surprenait à penser qu'il y avait peut-être quelque chose d'anormal, qu'il pourrait être dangereux de dépendre autant d'une simple employée. Sa femme, Monique, cependant, était simplement reconnaissante. Elle disait que cette femme avait ramené la paix dans leur foyer, qu'après tant de nuits blanches, ils pouvaient enfin dormir tranquilles. Mais Jean-Pierre ne dormait pas. Allongé dans son lit, les yeux grands ouverts, il revivait la scène de la vapeur, la lueur, le silence soudain. Cela le hantait. Il commença à enquêter. Il chargea un de ses employés de confiance de chercher des informations sur Clara. Il découvrit qu'elle n'avait pas de famille proche, n'utilisait pas les réseaux sociaux et avait vécu dans plusieurs villes différentes au cours des dernières années. Toujours pour de courtes périodes, partant toujours sans laisser de traces. Et plus il en découvrait, plus un sentiment étrange grandissait en lui,
une peur mêlée de fascination. Une phrase dite par un ami des années auparavant lui revint à l'esprit, c'est parfois au moment où tout s'effondre que naissent les plus grandes forces. Peut-être que cette femme était précisément ce qu'il avait besoin de voir, un rappel que tout ne s'achète pas, qu'il existe des forces dans le monde que l'argent ne peut atteindre. Mais son orgueil refusait de l'accepter. Comment un homme puissant, à la tête d'entreprises comptant des centaines d'employés, pouvait-il se sentir si petit face à une femme de ménage? Les jours passaient et Léo devenait plus fort. À chaque éclat de rire, la maison semblait renaître. Jean-Pierre observait de loin, luttant contre son propre cœur. Une partie de lui voulait remercier, une autre voulait comprendre, contrôler, dominer. Un matin, il convoqua la femme dans son bureau pour discuter. Il lui demanda où elle avait appris à s'occuper des enfants de cette manière. Elle répondit calmement, « Je n'ai pas appris, monsieur. J'écoute simplement ce que leur cœur dit. » Cette phrase le désarma complètement. Pendant la journée, il essayait d'agir normalement, mais la nuit, le conflit intérieur s'intensifiait. Il pensait à la renvoyer, à l'éloigner de Léo, à reprendre le contrôle de sa propre maison. Mais alors il se souvenait du rire de son fils et se sentait coupable. Une culpabilité lourde, confuse, comme s'il trahissait quelque chose de plus grand que son propre orgueil. Au fond, il savait qu'il n'avait pas peur d'elle. Il avait peur de ce qu'elle éveillait en lui. Peur de recommencer à croire en des choses qu'il avait enterrées depuis longtemps, la foi, l'amour, l'espoir. C'est curieux comme la vie teste le cœur humain. Quand tout semble stable, elle lance un défi invisible. Jean-Pierre, qui avait toujours cru pouvoir tout acheter, se retrouvait maintenant esclave de son propre doute. Était-elle simplement une femme bonne, ou y avait-il quelque chose de divin entre ses mains? Cette question le poursuivait jour et nuit, et ce qu'il découvrirait bientôt allait changer tout ce qu'il pensait sur le monde et sur lui-même. Jean-Pierre ne supportait plus de vivre dans le doute. Il devait comprendre ce que cette femme avait de différent. Il décida donc de l'observer de près, sans qu'elle s'en aperçoive. Ce matin-là, il se leva avant l'aube. Les lumières de la maison de campagne étaient encore éteintes et le silence régnait dans chaque recoin. Il se cacha derrière la porte de la cuisine et attendit. Peu de temps après, il entendit des pas légers. C'était elle. La femme marchait calmement, portant un simple sac à provisions. Elle le posa sur la table, ouvrit les placards, sortit les ingrédients et commença à préparer la nourriture de Léo. Mais quelque chose attira son attention. Avant d'allumer le feu, elle s'arrêta un instant, ferma les yeux et murmura quelque chose. Les mots étaient bas, presque inaudibles. Cela ne ressemblait pas à une prière ordinaire. Jean-Pierre se pencha pour écouter et ce qu'il entendit le fit frissonner de la tête aux pieds. Elle disait que cette nourriture nourrisse non seulement le corps, mais aussi l'âme. Qu'elle apporte le calme, l'amour et la joie à celui qui la goûtera. C'était comme si chaque phrase portait une énergie silencieuse. Et pendant qu'elle parlait, elle souriait. Un sourire simple, vrai, qui transmettait une paix impossible à décrire. Ensuite, elle se mit à remuer la casserole, fredonnant une douce mélodie avec des mots que Jean-Pierre ne reconnaissait pas. Quand Léo se réveilla, elle s'approcha du berceau, toujours avec cette même lueur dans les yeux. Elle lui parla d'une manière que personne ne lui avait jamais parlé, non pas avec condescendance, mais avec respect. « Bonjour, mon petit. Aujourd'hui, tu vas aimer la purée, je te le promets. » Le bébé sourit, comme s'il comprenait. Et c'est à cet instant que Jean-Pierre réalisa quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Léo ne mangeait que lorsqu'elle était là, parce qu'elle ne voyait pas en lui une obligation, mais une vie. Elle traitait chaque repas comme un moment sacré. Jean-Pierre recula d'un pas, le cœur battant la chamade. Ce n'était pas de la magie, au sens où il le craignait. C'était autre chose, quelque chose de plus pur. Les jours suivants, il tenta de reproduire ce qu'il avait vu. Il prépara la même purée de légumes, prononça les mêmes mots, essaya même de chanter la mélodie qu'il avait entendue. Mais le petit garçon ne réagit pas de la même manière. Léo le regarda et se mit à pleurer. C'est alors qu'il comprit. Il ne s'agissait pas des mots, mais de la présence. Cette femme portait en elle quelque chose que l'argent ne pourrait jamais acheter, la paix. Et c'est cette paix qui, peu à peu, commença à tout transformer dans cette maison. L'atmosphère, autrefois tendue, était maintenant légère. L'air lourd des préoccupations se dissipait à chaque rire de l'enfant.
Jean-Pierre se retrouva face à une vérité déconcertante. Parfois, la solution aux plus grands problèmes vient de ceux que l'on attend le moins. Mais le calme dans cette maison était sur le point d'être à nouveau ébranlé, car Jean-Pierre, mu par la curiosité et l'orgueil, décida d'aller plus loin. Il voulait savoir d'où elle venait, qui elle était vraiment, et ce qu'il découvrirait allait changer tout ce qu'il pensait sur la vie, sur la foi et sur le véritable pouvoir des gens simples. Jean-Pierre ne pouvait plus vivre avec cette incertitude. Qui était cette femme, après tout? Pourquoi son fils ne réagissait-il qu'à sa présence? Qui avait-il dans son passé qui la rendait si différente de toutes les personnes qu'il connaissait? Cette nuit-là, après que tout le monde fut endormi, il s'enferma dans son bureau et commença ses recherches. Il ouvrit son ordinateur, accéda au registre du personnel, discuta discrètement avec le chauffeur qui l'avait amené. Tout semblait normal. Aucun document suspect, aucun casier judiciaire, rien. Mais un détail le laissait perplexe. Partout où elle était passée, le même schéma se répétait. Des familles en crise, des enfants malades, des personnes âgées en dépression. Et soudain, après son arrivée, tout changeait, comme si elle portait avec elle une force invisible, une énergie capable de réparer ce qui était brisé. Jean-Pierre s'adossa à son fauteuil, se passa les mains sur le visage et murmura pour lui-même, ce n'est pas une coïncidence. Le lendemain matin, il l'attendit dans la cuisine. Quand elle arriva, il alla droit au but. J'ai besoin de savoir qui vous êtes vraiment. La femme resta silencieuse quelques secondes. Puis elle leva les yeux et, avec une sérénité qui le désarma, répondit, je suis quelqu'un qui a appris à écouter. Jean-Pierre fronça les sourcils. Écoutez? Oui, monsieur. Les gens crient tellement, ils essaient de tout résoudre en criant, en pleurant, en contrôlant. Mais parfois, ce que la vie demande, c'est le silence. Quand on apprend à écouter, les réponses viennent. Il resta sans voix. Ces mots simples traversèrent son cœur comme une vérité qu'il n'avait jamais envisagée. Le petit garçon, qui jusqu'alors observait en silence, laissa échapper un petit rire, regarda son père, puis la femme, et tendit les bras vers elle. Et Jean-Pierre comprit. Son fils se sentait en sécurité près d'elle parce qu'elle l'écoutait. Pendant le déjeuner, Léo mangea en souriant. Monique pleura d'émotion et Jean-Pierre, pour la première fois depuis des mois, ressentit la paix. Mais quelque chose le dérangeait encore. Pourquoi cette femme qui semblait porter tant de lumière changeait-elle constamment de ville? Pourquoi ne restait-elle jamais longtemps au même endroit? Ce même soir, Jean-Pierre reçut un appel qui le glaça jusqu'aux os. De l'autre côté de la ligne, une voix rauque demanda, « Monsieur a engagé une femme nommée Clara ?» « Oui, pourquoi ?» répondit-il, tendu. « Alors, vous devez savoir ce qui s'est passé dans la dernière maison où elle a travaillé. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Jean-Pierre serra le téléphone avec force. Que s'est-il passé? Et la réponse qu'il entendit changea tout. Elle n'a jamais cru aux secondes chances jusqu'à ce qu'elle rencontre un enfant qui lui a redonné un sens à la vie. C'est cette phrase que Jean-Pierre entendit de l'ancienne patronne de la femme de ménage avant que la communication ne soit coupée. Son cœur s'emballa. Qui était cette femme qui, d'une manière ou d'une autre, transformait la douleur en espoir? Le lendemain matin, il ne put cacher sa tension. Il l'observait de loin. Chaque geste, chaque mot, chaque regard. Mais plus il l'observait, plus il était confus. La simple femme de ménage parlait peu. Elle accomplissait son travail avec une paix qui semblait venir d'un autre monde. Et avec le petit garçon, c'était différent. Elle ne le traitait pas comme un bébé fragile, mais comme quelqu'un capable de comprendre le monde. Elle lui parlait des couleurs de la purée de légumes, du vent qui frappait à la fenêtre, des petites joies d'une nouvelle journée. Et le petit garçon, enchanté, réagissait par des éclats de rire, balbutiant des mots qui semblaient être des tentatives de réponse. À ce moment-là, Jean-Pierre comprit quelque chose qu'aucun médecin n'avait pu expliquer. Ce qui guérissait son fils ne venait pas de formules, ni de médicaments. Ça venait de l'intérieur. C'était l'amour, l'empathie qui naît quand un cœur simple décide de prendre soin sans rien attendre en retour. Monique, autrefois si épuisée et peu sûre d'elle, commença à passer plus de temps près d'eux. Elle observait la femme de ménage avec un mélange de curiosité et de gratitude. « Comment faites-vous » demanda-t-elle, les yeux embués de larmes. La femme sourit. « J'aime, c'est tout, madame. »
Quand on aime vraiment, même ce qui semblait impossible commence à fleurir. » Ces mots résonnèrent dans la maison. Le climat lourd des derniers mois se dissipa peu à peu. Le rire du petit garçon commença à remplir les couloirs. Même les employés semblaient plus légers, comme si la présence de cette femme avait apporté quelque chose de sacré. Cette nuit-là, Jean-Pierre s'approcha de sa femme. « Je crois que nous avons oublié ce qu'est l'amour simple. » Elle acquiesça en silence, lui prit la main et, pour la première fois depuis longtemps, ils restèrent simplement là, à respirer ensemble, en regardant leur fils jouer. C'était comme si quelque chose renaissait entre eux, une tendresse oubliée, une nouvelle fois en la vie. La femme de ménage, sans s'en rendre compte, avait guéri plus qu'un problème d'alimentation. Elle était en train de guérir une famille entière. Mais Jean-Pierre ne savait pas encore que le passé de cette femme gardait un secret si profond qu'il pourrait changer tout ce qu'il pensait d'elle. Et de lui-même. Ce matin-là, la maison de campagne semblait différente. Le soleil entrait par les larges fenêtres et l'air, pour un bref instant, paraissait léger. Léo riait. Jean-Pierre prenait son café en silence et Monique regardait son fils avec un sourire fatigué mais plein d'espoir. Après tant de nuits de désespoir, il semblait que la paix était enfin revenue. Mais le destin a l'étrange habitude de tester les cœurs, justement quand ils commencent à se reconstruire. Peu après midi, une voiture noire s'arrêta devant le portail principal. Le chauffeur descendit le premier, suivi d'une femme à l'expression rigide et au regard froid. Elle portait une mallette en cuir foncé à la main. Le gardien annonça son arrivée et Jean-Pierre, sans imaginer ce qui allait se passer, demanda qu'on la reçoive dans le bureau. « Monsieur, mon nom est Valérie Dubois. Je suis assistante sociale. Je dois vous parler d'une de vos employées, dit-elle d'un ton ferme. » Jean-Pierre fronça les sourcils. « Une employée ? Quel genre de conversation ? » Elle ouvrit la mallette et étala sur le bureau quelques papiers et de vieilles photographies. « La dame qui travaille ici comme femme de ménage fait l'objet d'une enquête. Il y a des dénonciations qui la lient à une vieille affaire concernant la disparition d'un enfant. » Le silence qui s'ensuivit semblait trop lourd pour tenir dans cette pièce. Jean-Pierre pâlit. Il doit y avoir une erreur. Cette femme. Elle a sauvé mon fils. L'assistante sociale le fixa avec sérieux. Néanmoins, nous devons enquêter. L'affaire est grave. Dans la cuisine, la femme de ménage s'arrêta de travailler. Elle entendit les voix étouffées venant du bureau et sut, sans avoir besoin de détails, que le passé venait enfin de frapper à sa porte. Ses yeux s'emplirent de larmes, mais elle respira profondément. Elle avait fui la vérité depuis bien trop longtemps. La mère du petit garçon apparut soudain, pâle, angoissée. Que se passe-t-il ? Le mari lui expliqua tout et elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. La femme regarda la femme de ménage, celle qui avait rendu la vie à son fils, et les mots peinaient à sortir. Ça ne peut pas être vrai. La femme de ménage baissa la tête. Il n'a pas disparu. J'ai sauvé cet enfant, mais ils ne m'ont jamais cru. L'assistante sociale croisa les bras. Alors dites-moi. Pourquoi avez-vous fui la ville ? Parce qu'on m'a jugé avant d'écouter ce que j'avais à dire. J'ai seulement essayé d'aider, mais on m'a blâmé pour ce qu'ils n'ont pas compris. Jean-Pierre observait tout en silence. À l'intérieur, une guerre faisait rage. Une partie de lui la croyait. Il se souvenait de ses yeux sincères et de la manière calme dont elle s'occupait de son fils. Mais une autre partie, plus blessée, murmurait des doutes. Cet après-midi-là, les rumeurs se répandirent rapidement. Les employés chuchotaient dans les couloirs, des regards de travers surgissaient de toutes parts. L'atmosphère qui, quelques jours auparavant, respirait l'espoir, exhalait maintenant la peur et la méfiance. Le bébé, comme s'il sentait le poids de ce climat, se mit à pleurer sans s'arrêter. À chaque larme, la tension montait. Jean-Pierre essayait de le réconforter, mais le petit garçon semblait inconsolable. Quand la femme de ménage s'approcha, les pleurs cessèrent. Il la regarda dans les yeux et sourit. Ce simple geste fit vaciller le cœur de Jean-Pierre. Comment une femme capable de faire du mal à un enfant pouvait-elle inspirer une telle confiance à ce petit être ? Dites-moi la vérité, demanda Jean-Pierre d'une voix étranglée. Qui êtes-vous vraiment ? La femme de ménage répondit fermement, je suis quelqu'un qui a tout perdu en essayant de faire le bien. La mère pleurait en silence.
Le mari regardait la femme devant lui et, pour la première fois, comprit qu'il était peut-être face à quelque chose de plus grand que n'importe quelle accusation. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, la femme de ménage laissa une lettre sur la table de la cuisine. Elle y avait simplement écrit « Ne vous inquiétez pas. Je ne fuis pas la vérité. Elle me retrouvera, comme elle l'a toujours fait. » Et ainsi, avant l'aube, elle disparut de la maison, laissant derrière elle le silence le plus lourd que cette maison ait jamais connu. Jean-Pierre se réveilla tôt et, en voyant la lettre, sentit sa poitrine se serrer. Pour la première fois, il réalisa qu'il avait peut-être perdu quelque chose de bien plus grand qu'il ne l'imaginait, et que la vérité, lorsqu'elle ferait surface, n'épargnerait personne. La nuit fut longue. Ni Jean-Pierre, ni sa femme Monique ne parvinrent à dormir. Le mot laissé sur la table semblait les brûler chaque fois que leur regard se posait dessus. Je ne fuis pas la vérité. Elle me retrouvera. Des mots simples, mais d'un poids qu'aucun d'eux ne pouvait supporter. Jean-Pierre passa des heures assis dans son bureau, à regarder dans le vide. L'horloge marquait 3h30 du matin quand il se leva et se rendit dans la chambre de son fils. Léo dormait paisiblement, un petit sourire aux lèvres. Et c'est là, en observant son fils respirer en paix, qu'il le réalisa. Cette femme avait laissé quelque chose de plus que le simple silence. Elle avait laissé une marque profonde dans leur vie. Au lever du jour, la nouvelle se répandit. Clara avait disparu. Aucun voisin ne l'avait vue partir. Aucune caméra n'avait capté son passage par les portails. C'était comme si elle s'était évaporée. Mais dans la cuisine, sur le comptoir, il y avait quelque chose que personne n'avait remarqué auparavant. Un petit médaillon en argent ancien avec un symbole gravé en forme d'étoile. Jean-Pierre le prit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une vieille photographie, un enfant aux yeux clairs, enveloppé dans une couverture identique à celle que son propre fils utilisait. Son cœur s'emballa. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Monique, appela Théil d'une voix tremblante. Viens voir ça. Sa femme s'approcha et, en voyant la photo, ses mains se mirent à trembler. C'est impossible. Dans les jours qui suivirent, Jean-Pierre entama une recherche obsessionnelle. Il engagea des détectives, dont un certain Stéphane Moreau réputé pour sa ténacité, visita les quartiers où Clara aurait pu vivre. Il chercha dans les hôpitaux, les refuges, même les orphelinats. Chaque piste en menait à une autre, mais aucune ne donnait de réponse. Jusqu'à ce qu'un après-midi pluvieux, Stéphane Moreau appelle « Monsieur, je crois que nous avons trouvé quelque chose dans les archives d'un ancien hôpital public. Il y a un dossier sur une femme portant le même nom que votre employé. Elle travaillait dans le service de pédiatrie il y a près de 20 ans, jusqu'au jour où un bébé a mystérieusement disparu. Le rapport dit qu'elle a été la dernière personne vue avec l'enfant. Et de plus, le bébé avait une tache de naissance sur l'épaule gauche en forme de demi-lune. » Jean-Pierre resta silencieux, puis souleva lentement son fils du berceau et écarta la petite couverture. Le temps sembla s'arrêter. Sur l'épaule de l'enfant, la marque était là. La même, identique, parfaite. Il recula, tout son corps tremblant. Ça ne peut pas être vrai. Sa femme pleurait. Qu'est-ce que ça veut dire? Notre fils. Qui est-il vraiment? Jean-Pierre, maintenant livide, se prit la tête entre les mains. Chaque souvenir commença à s'emboîter comme un puzzle cruel. La façon dont Clara regardait le bébé. La tendresse différente. La manière dont elle semblait le comprendre sans avoir besoin de mots. Rien de tout cela n'était un hasard. Cette nuit-là, Jean-Pierre regarda par la fenêtre et murmura pour lui-même, qui était-elle et qu'a-t-elle fait de notre vie? Mais à l'extérieur, parmi les arbres qui entouraient la maison, une ombre l'observait en silence. Elle était toujours là. Jean-Pierre ne pouvait penser à rien d'autre. Les images de Clara, son sourire tranquille, la façon dont elle regardait Léo. Tout semblait maintenant avoir une signification cachée. C'était au milieu de la nuit qu'il descendit à la cave de la maison, l'endroit où il gardait de vieilles boîtes, des documents et des souvenirs qu'il n'avait plus jamais voulu revoir. Il prit une lampe de poche, ouvrit l'une des boîtes et commença à fouiller dans le passé. Parmi des papiers jaunis, il trouva le dossier du processus d'adoption de son fils. Chaque page était comme un coup de poignard, les noms des intermédiaires, les délais, les signatures. Tout semblait en ordre.
Jusqu'à ce qu'il arrive à la dernière feuille. La signature de l'infirmière responsable de la remise de l'enfant était le même nom que la femme de ménage, Clara. Son sang se glaça dans ses veines. Il n'y avait plus de doute. La femme que tout le monde cherchait maintenant était la même personne qui avait placé ce bébé dans leurs bras des mois auparavant. Il monta les escaliers en courant, criant le nom de sa femme. C'était elle. C'était elle depuis le début. La femme, confuse, descendit en chemise de nuit avec le bébé dans les bras. De quoi parles-tu? Il lui montra la signature. Sa femme regarda et le désespoir s'empara d'elle. Mais alors? Ce bébé. Il ne venait pas d'un refuge? Le silence qui suivit fut lourd, presque suffocant. Jean-Pierre se passa la main sur le visage, ne sachant que dire. Tout ce qu'il ressentait était un tourbillon de peur et d'incrédulité. La vérité était trop cruelle. Ils avaient adopté un enfant qui avait peut-être été enlevé de force à quelqu'un. Quelques heures plus tard, le téléphone de la maison sonna. C'était Stéphane Moreau. Monsieur. Nous devons parler en personne. Il y a quelque chose que vous devez voir. Lors de la rencontre, le détective lui remit un dossier. À l'intérieur se trouvaient des photos de Clara plus jeune, encore infirmière, à côté d'un bébé identique à celui qui était maintenant dans la maison. Sous la photo, un vieux tampon, affaire classée enfant disparu. Jean-Pierre s'assit, abasourdi. Alors? Elle était la mère? Le détective se contenta d'acquiescer. Et elle a peut-être fait tout ça pour se rapprocher de lui à nouveau. Les pièces du puzzle s'emboîtaient enfin. La magie, qui faisait manger le petit garçon, le lien inexplicable, la façon dont elle le calmait. Rien de tout cela n'était surnaturel. C'était l'instinct. C'était l'amour d'une mère. Cette nuit-là, Jean-Pierre resta assis à côté du berceau, à regarder son fils dormir. Des larmes coulaient sans qu'il s'en aperçoive. Tout ce qu'il avait jugé comme de la folie avait maintenant un sens. Il murmura, presque sans voix, « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» Sa femme, en larmes, répondit, « La vérité doit être dite. » Mais dire la vérité signifiait tout risquer, y compris perdre le fils qu'ils aimaient tant. Le jour se leva, gris. Le ciel semblait refléter le poids qui s'abattait sur cette maison. Jean-Pierre se réveilla avec une décision prise. Il devait la retrouver. Il devait regarder cette femme dans les yeux et comprendre pourquoi elle avait menti. Il prit la voiture et partit sans prévenir. Il conduisit à travers les rues étroites d'un petit village de Normandie, là où le détective avait dit qu'elle avait vécu avant de disparaître. À chaque coin de rue, son cœur battait plus vite. Après des heures, il arriva devant une petite maison de village, presque en ruine. Il frappa à la porte. Aucune réponse. Il frappa de nouveau. Silence. Alors qu'il s'apprêtait à partir, une voisine s'approcha. « Vous cherchez Madame Clara ?» demanda-t-elle d'une voix fatiguée, se présentant comme Marie Leclerc. « Oui, vous la connaissez ?»« Je la connais, mais ça fait des jours qu'elle n'est pas apparue. Elle a juste laissé une lettre. Elle a dit que le moment venu, quelqu'un viendrait la chercher. » Jean-Pierre sentit un frisson. Il demanda à voir la lettre. La femme entra et revint avec une enveloppe jaunie. Sur l'enveloppe était écrit son nom. En l'ouvrant, il ne trouva qu'une seule phrase, « Ce n'est pas moi qui ai choisi votre fils, c'est lui qui m'a reconnu. » Le papier tremblait dans ses mains. La voisine, curieuse, demanda, « Il s'est passé quelque chose, monsieur ?» Il ne répondit pas. Il s'éloigna en titubant, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. De retour à la maison, sa femme l'attendait sur les marches, angoissée. « Tu l'as trouvé ?» Il secoua simplement la tête et lui tendit le mot. Cette nuit-là, le couple se disputa comme jamais auparavant. « Tu veux rendre le petit ?» cria-t-elle en pleurant. « Après tout. Après tout ce que nous avons traversé ? Et s'il n'est pas à nous ? Répondit-il d'une voix tremblante. Et si elle a des droits ? Des droits. Cria la femme. Et l'amour ? Et les nuits blanches, les mois de désespoir, l'affection qu'il a pour nous, ça ne compte pas ? Le bébé se mit à pleurer et le son brisa le cœur de tous les deux. La mère courut au berceau, serra l'enfant dans ses bras et regarda son mari avec des yeux embués de larmes.
Je ne le perdrai pas. Même si le monde entier dit qu'il n'est pas à nous. Mais Jean-Pierre le savait. La vérité était sur le point de frapper à la porte. Et elle arriva plus vite qu'il ne l'avait prévu. Le lendemain matin, quelqu'un sonna à l'interphone. Le gardien annonça « Une femme veut parler à monsieur. » Elle dit que c'est urgent. Jean-Pierre se figea. C'était elle. Il descendit lentement les escaliers, le cœur battant à tout rompre. Et quand il ouvrit la porte, elle était là. La femme de ménage. Le visage fatigué, les yeux embués de larmes, mais le même regard doux qu'auparavant. « Nous devons parler, dit-elle d'une voix basse mais ferme. Il est temps que vous sachiez tout. » Le silence était presque insupportable. La femme de ménage entra lentement, les yeux baissés, comme quelqu'un qui porte un poids impossible à supporter. Jean-Pierre lui indiqua une chaise, mais elle resta debout. « Je ne suis pas venu demander quoi que ce soit, » commença-t-elle d'une voix étranglée. « Je suis venu raconter ce que personne n'a eu le courage de dire. » L'épouse apparut en haut de l'escalier, le bébé dans les bras, observant de loin. La femme respira profondément. « Il y a de nombreuses années, je travaillais dans un hôpital, au service de pédiatrie. J'ai vu des choses que personne ne croirait. Des enfants enlevés à leur mère pauvre, donnés à des familles riches en échange d'argent. J'ai dénoncé, mais personne ne m'a écouté. Et c'est là que tout a commencé. » Elle fit une pause. Les larmes commencèrent à couler. Un jour, un de ses enfants a disparu. Ils ont dit que j'étais coupable, que j'avais vendu le bébé. Mais la vérité, c'est que je l'ai sorti de là pour le sauver. Jean-Pierre fit un pas en avant. Vous êtes en train de dire que ce bébé. Oui, l'interrompit-elle. Ce bébé était mon petit-fils. La révélation tomba comme une bombe. L'épouse serra l'enfant contre sa poitrine, incrédule. Votre petit-fils? La femme acquiesça. Ma fille était l'une des patientes. Jeune, malade, sans ressources. Ils ont dit que le bébé était mort à la naissance, mais je savais que c'était un mensonge. J'ai passé des années à chercher jusqu'à ce que je découvre qu'il avait été confié à un couple. Vous. Jean-Pierre s'assit, abasourdi. Mais alors? Le processus d'adoption a été falsifié, répondit-elle. Ils avaient besoin de familles avec de l'argent qui ne poseraient pas de questions. Et vous étiez parfait pour ça. L'épouse pleurait. Nous n'avons jamais su. Jamais. Nous pensions faire ce qui était juste. La femme s'approcha et, pour la première fois, regarda le bébé avec tendresse, mais sans possessivité. Je ne veux pas vous l'enlever. J'avais juste besoin de voir qu'il allait bien. J'avais juste besoin d'être sûr qu'il était en sécurité. Jean-Pierre la regarda, partagé entre la colère, la culpabilité et la compassion. Pourquoi ne pas l'avoir dit avant? Parce que personne ne m'aurait cru, répondit-elle. Et parce que je savais que si j'essayais, je le perdrais à nouveau. Alors j'ai préféré entrer dans cette maison comme quelqu'un d'invisible, juste pour le voir, juste pour l'entendre rire. L'épouse essuya ses larmes, émue. Et pourquoi êtes-vous parti? La femme sourit tristement. Parce qu'il mangeait déjà seul. Il n'avait plus besoin de moi. Pendant un instant, personne ne parla. Seul le son doux de la respiration du bébé remplissait la pièce. Jean-Pierre, les larmes aux yeux, s'approcha et tendit la main. Vous avez sauvé notre fils. Elle le regarda, surprise. Notre fils, répéta-t-il. Parce que maintenant, il est à nous tous. La femme sourit pour la première fois, et dans ce sourire, il y avait la paix. Cette nuit-là, personne ne dormit dans la maison. Le silence était si lourd qu'il semblait crier. Jean-Pierre resta dans son bureau, la tête basse, revoyant chaque souvenir, chaque sourire, chaque petit geste de Léo. Maintenant, tout prenait un autre sens. Ce qui n'était auparavant qu'un amour paternel se mêlait maintenant à la culpabilité. Il se sentait trompé, oui, mais aussi touché par le courage de cette femme simple qui avait affronté le monde juste pour voir son petit-fils respirer en bonne santé. L'épouse était dans la chambre, serrant son fils dans ses bras, les larmes mouillant les cheveux de l'enfant endormi. Elle ne pouvait pas haïr la femme de ménage. Au contraire, elle ressentait un profond respect, presque sacré, car d'une manière ou d'une autre,
cette femme avait rendu la vie non seulement au bébé, mais à leur propre famille. Le matin, Jean-Pierre les rassembla tous dans le salon principal. La femme de ménage était prête à partir. Sa simple valise à côté de la porte, les mains tremblantes. « Je ne veux pas causer plus de problèmes, dit-elle à voix basse. Je veux juste vous remercier d'avoir si bien pris soin de lui. » Jean-Pierre se leva et, d'un pas lent, s'approcha. « Vous n'irez nulle part. » Elle le regarda, confuse. « Comment ça ? Vous êtes entré dans cette maison comme femme de ménage, mais vous avez été bien plus que cela. Vous avez ramené la joie, le calme et la paix que tout l'argent du monde n'a pas pu acheter. » Il respira profondément. « Et maintenant que la vérité a éclaté, je veux que vous sachiez qu'il n'y a pas de haine ici. Seulement de la gratitude. » La femme se mit à pleurer. « Je ne voulais pas mentir. Je devais juste être près de lui. »« Je sais, » répondit-il fermement. « Et si j'avais été à votre place, j'aurais fait la même chose. » L'épouse s'approcha, le bébé dans les bras, et sourit avec douceur. « Vous faites partie de tout ça, partie de notre histoire. » La femme tomba à genoux, submergée par l'émotion. « Je veux juste pouvoir le voir grandir. Je ne veux rien vous enlever. »« Alors vous le verrez, » dit l'épouse. « Chaque fois que vous le voudrez, cette maison vous sera ouverte. » Jean-Pierre se pencha, lui prit les mains et ajouta, « Aujourd'hui, nous ne sommes pas patrons et employés. Nous sommes une famille qui a appris que le véritable amour ne connaît ni titre, ni frontières, ni statut. » Le bébé se réveilla, regarda sa grand-mère et se mit à rire. Ce sourire fut le point final de la douleur qui avait plané sur cette maison pendant si longtemps. C'était comme si le pardon s'était matérialisé dans ce rire innocent. Les semaines suivantes furent différentes. La maison reprit vie. Mais il y avait maintenant quelque chose de nouveau dans l'air, une légèreté qui n'existait pas auparavant. La femme de ménage, maintenant amie de la famille, venait rendre visite à son petit-fils tous les jours, aider au repas, racontait de vieilles histoires et le petit garçon, chaque fois qu'il la voyait, ouvrait les bras et criait son nom avec joie. Jean-Pierre, assis à table, observait tout avec un sourire discret. Il avait appris que la vraie valeur ne résidait pas dans la richesse, ni dans les murs de la maison, mais dans la capacité de pardonner. Et le pardon, parfois, est le plus grand acte d'amour que l'on puisse offrir. Vous croyez au pouvoir du pardon ? Le millionnaire regarda une fois de plus le bébé, riant maintenant dans les bras des deux femmes qu'il aimait plus que tout. Et pour la première fois depuis des mois, il ressentit la paix. Mais l'histoire n'était pas encore terminée. Le temps passa et le destin leur préparait quelque chose d'encore plus beau. Et c'est ainsi que, après tant de souffrances, tous dans cette maison découvrirent que la douleur n'était pas venue pour les détruire, mais pour les éveiller. Les mois suivants apportèrent un calme presque sacré. La grande maison de campagne en Provence, autrefois silencieuse et tendue, était maintenant remplie de rires, d'odeurs de cuisine simple et de conversations légères. Le bébé grandissait fort, en bonne santé et curieux, explorant le monde avec joie. Jean-Pierre passait plus de temps avec lui, suivait chaque pas, chaque nouveau mot. Il ne vivait plus prisonnier de son travail, ni de ses engagements interminables. Il avait compris quelque chose que l'argent n'enseignerait jamais, que le temps est le bien le plus précieux et qu'aimer est l'investissement le plus sûr qui soit. Sa femme redécouvrit le plaisir d'être mère sans culpabilité. Elle apprit que l'amour n'exige pas la perfection, mais la présence. Et que parfois, tout ce dont un enfant a besoin, c'est d'un regard calme et d'une voix sereine qui lui dit « Tout va bien ». Et la femme de ménage, elle n'était plus seulement la femme qui nettoyait la maison. Elle était devenue une partie de l'histoire, une partie de la famille. À chaque visite, elle apportait des rires, des conseils et cet amour silencieux que seuls les cœurs purs savent offrir. Le petit garçon l'appelait « Mamie magique » et, d'une certaine manière, elle l'était vraiment. Par un après-midi doré, Jean-Pierre la regarda et dit « Vous savez, aujourd'hui je comprends ce que c'est que d'être riche. » Elle sourit et répondit « Être riche, c'est avoir quelqu'un à aimer. » Le petit garçon courut entre eux, en riant, et à cet instant, la vie semblait enfin en paix. La rancune avait laissé place au pardon, la douleur à l'amour. Et ce qui avait commencé comme un mensonge s'était terminé comme un miracle. Mais on se trompe si l'on pense que ce fut la dernière leçon de cette famille. Car parfois, quand on pense que l'histoire est terminée, la vie nous prépare un nouveau chapitre. Et il peut être encore plus surprenant.